Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes le mardi 25 janvier 2022. Je continue la lecture que j'ai entreprise sur Schopenhauer et avec des commentaires en fait ça me permet de faire des digressions et voilà c'est surtout pour défendre certaines idées que je fais ces vidéos-là. C'est à partir du livre de Will Durant, Vie et doctrine des philosophes. Donc c'est la deuxième vidéo et je continue ma lecture. Euh, alors je pensais qu'il y avait, il me semble, une similitude entre la période où Schopenhauer a écrit Le monde comme volonté et comme représentation, la période qui était 1818, donc après les grandes défaites de Napoléon, après la Révolution française, et il y a une sorte de désespoir qui s'est un peu imposé sur l'Europe et sur les créatifs, les écrivains, les poètes, les musiciens l'ont vraiment ressenti et donc ça a impacté leur créativité et leur état d'esprit. Le fait d'être déçus des résultats de la Révolution française, déçus de ce qu'avait entrepris Napoléon, ce qui était mis derrière l'aventure napoléonienne, au début qui était certainement vu comme quelque chose de positif, mais là c'est mon intuition, je ne connais pas au niveau historique, donc il faut vraiment vous renseigner à ce niveau-là. Mais je pense qu'il avait l'intention d'unifier peut-être l'Europe, en fait d'unifier le monde, quoi, hein, d'une certaine façon. Et donc les espoirs déçus ont impacté les créatifs du moment et sans doute l'ensemble de l'humanité, quoi. Alors je continue ma lecture. La restauration des Bourbons était chose faite. Les barons féodaux s'en retournaient réclamer leurs terres et l'idéalisme pacifique d'Alexandre avait à son insu enfanté une ligue pour la suppression du progrès en tout lieu. Le grand siècle était fini. Je remercie Dieu, disait Goethe, de n'être plus jeune dans un monde si profondément épuisé. Et c'est un petit peu ce qu'on ressent, à mon sens, avec la sortie de la mondialisation. C'est-à-dire, voilà, les débuts de la mondialisation nous ont été vendus comme la mondialisation heureuse, un moment très important dans l'histoire de l'humanité. Le communisme était tombé, il n'y avait plus la lutte entre ces deux puissances, capitalistes et communistes. Et donc, je pense que les penseurs de l'époque voyaient ça d'une façon extrêmement favorable, la fin des dualités, et on pouvait vraiment s'attendre à quelque chose de positif. Et on s'est rendu compte, en fait, on se rend compte maintenant, que, enfin, moi je m'en rends compte, je ne sais pas si les chantres de la mondialisation de l'époque en ont pris vraiment conscience, mais il me semble évident que la mondialisation n'a d'abord pas apporté ce qu'elle proclamait, c'est-à-dire une sorte de bien-être général sur la planète. Au contraire, elle est rentrée dans la toute-puissance. Le capitalisme, en entrant dans la toute-puissance, il est devenu ce qu'on appelle le néolibéralisme. Et
il a ravagé tous les acquis, il est parti dans, un, dans une maltraitance des ouvriers en Occident, une, une refondation de la précarité ouvrière de partout où il a délocalisé. Les Occidentaux, quand ils sont partis, abuser en somme les pays pauvres, la main-d'œuvre corvéable des pays pauvres, même si elle a permis un petit peu de faire évoluer les choses, certainement, dans ces pays, mais parce qu'il y avait une sorte de regard quand même de l'Occident sur ces délocalisateurs, mais voilà, ça n'a pas donné une mondialisation heureuse, au contraire. Et non seulement le dualisme qu'il y avait entre la compétition, la lutte féroce, la violence qu'il y avait entre le capitalisme et le communisme, cette bagarre qui a duré presque 100 ans et qui s'est achevée par la victoire du libéralisme sur le communisme, non seulement elle n'a pas mis fin à la dualité, parce que le capitalisme s'est tout de suite retrouvé de nouveaux ennemis. Euh, il a vraiment besoin, et c'est là où on s'est rendu compte qu'il a absolument besoin d'un ennemi euh, pour doper son énergie, etc. Et c'est catastrophique en fait, parce que c'est au moment où on pourrait commencer à construire une unité universelle, puisqu'on a fait les structures, l'ONU, l'OMS, etc., toutes ces structures sont là, au moment où on pourrait établir des relations horizontales entre les grandes puissances, entre la Chine, la Russie, l'Inde, l'Afrique, le monde arabe, euh, l'Occident, etc., le capitalisme, et faire établir des relations horizontales et pacifiques, on se rend compte que ce n'est pas du tout l'état d'esprit. L'état d'esprit actuel est encore absolument vieux en Occident, et c'est pas pour rien que les chefs de l'Occident ont cet état d'esprit euh, aussi archaïque, quoi, de provoquer, de continuer à, à essayer de dominer, à essayer d'être encore, d'écraser leur adversaire, etc. Enfin, d'être toujours dans ce mécanisme euh, mortifère, quoi, pour les peuples. Hein. Et donc, c'est pas du tout plaisant de vivre dans un système qui, soi-disant, est passé, a fait tomber la dualité et la violence entre les dominants. Et c'était plus fécond à l'époque où le capitalisme avait un compétiteur en face et il se devait d'agir correctement avec le monde ouvrier pour ne pas stimuler trop le communisme qui était présent dans en Occident, le Parti communiste était présent, et donc pour pas doper le communisme, le capitalisme se devait d'être bon, généreux, bienfaisant avec ses ouvriers. C'est ce qu'on a appelé les 30 glorieuses, par exemple. Et donc, il ne pouvait pas abuser, parce qu'en face, il avait un garde-fou, en fait. Le communisme était un garde-fou. Il amenait des valeurs d'égalité, etc., des valeurs grandioses qui étaient présentes. Et le fait d'avoir fait tomber le communisme, le capitalisme est rentré dans cette toute-puissance morbide et dans laquelle on doit commencer à essayer de sortir.
Alors, je continue ma lecture. L'Europe entière gisait abattue. Des hommes vaillants avaient péri par millions. Des millions d'hectares de terre avaient été laissés incultes ou ravagés. C'est la période napoléonienne. Partout sur le continent, la vie devait reprendre par la base et recouvrer péniblement et lentement l'excédent économique nécessaire à la civilisation que la guerre avait englouti. Schopenhauer, au cours de son voyage à travers la France et l'Autriche en 1804, fut frappé par le désordre et la malpropreté des villages, la pitoyable pénurie des fermiers, la misère et la dépression des villes. Voilà ce qu'a engendré en fait les grandes conquêtes, même si elles ont été faites avec des idées grandioses et peut-être bienveillantes par Napoléon. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que ça a ravagé complètement le pays. Mais c'est très primaire comme façon. Deux dominants chimpanzés qui sont en combat pour la dominance, quand le dominant est attaqué par le prétendant, ils peuvent ravager complètement, ils ravagent tout ce qui est autour. S'il y a des petits, s'il y a des... Voilà, il n'y a rien qui éveille leur conscience. Ils rentrent dans un état de surdité absolue. Et c'est exactement ce qui a dû se passer à l'époque napoléonienne. C'est-à-dire que les premières victoires ont bloqué complètement le cerveau de Napoléon et l'a poussé, l'a fait rentrer dans un état de toute puissance où de laquelle la conscience est exclue. C'est ce qui est arrivé à Hitler, exactement, voilà. Et c'est en fait la finalité de toutes les dictatures. Toutes les dictatures finissent comme ça en règle générale, par une sorte de surdité, de toute puissance, et de surdité, qui finit par les ravager, eux-mêmes. L'ensemble de... Voilà, Napoléon a fini par être exilé par son propre peuple parce que c'était insupportable. Le passage des armées de Napoléon et des armées ennemies avait laissé les cicatrices de leurs ravages sur la face de tous les pays. Moscou était en cendres. En Angleterre, l'orgueilleuse triomphatrice de la lutte, les fermiers étaient ruinés par la chute des cours du blé, et les ouvriers goûtaient les horreurs naissantes du factory system. Alors je pense que factory system, c'est la prise en main par les gros industriels et la façon dont ils ont traité leurs ouvriers au XIXe siècle. Ce qui a engendré et appelé Marx et tous les philosophes qui se sont révoltés contre les conditions dans lesquelles les patronats, et c'était valable en Angleterre, mais en France et je pense dans toute l'Europe, dans lesquels les patronats maintenaient leurs ouvriers dans un état lamentable. Donc du factory system qui fonctionnait sans contrôle. Voilà. Dès qu'il n'y a pas de contrôle, le patronat abuse. Naturellement, il ne peut pas faire autrement. C'est mécanique, on ne peut pas leur en vouloir, c'est comme ça. Si vous donnez la toute-puissance à quelqu'un dans un village, dans 80% des cas, il va en abuser. Voilà. Et puis il y aura peut-être 10%, 20% qui vont devenir des patrons qui feront des phalanstères, qui seront généreux pour leurs ouvriers, etc. Mais c'est une minorité. La majorité, et voilà, pour un village, ça sera pareil. Si on laisse le pouvoir à un gars,
la toute-puissance, il en abusera. Et c'est ce qui s'est passé à cette époque et c'est ce qui se passe avec la mondialisation. C'est ce qui s'est passé avec les 40 ans de mondialisation depuis Reagan, Thatcher, Mitterrand jusqu'à aujourd'hui. Et c'est avec tous les ravages que ça a induit et la colère grandissante sur l'ensemble de la planète. Et ça, c'est important de le regarder bien en face pour qu'on puisse en sortir rapidement parce que ça va devenir grave. Sinon, les peuples vont se révolter d'une manière ou d'une autre en appelant des extrêmes ou en se révoltant, mais vraiment violemment. La démobilisation venait s'ajouter au chômage. J'ai entendu dire par mon père, écrivait Carlyle, que pendant les années où la farine d'avoine atteignit le prix fabuleux de 10 shillings le boisseau, il avait remarqué que les laboureurs se rendaient séparément au bord d'un ruisseau pour y boire, en guise de repas, n'ayant qu'un désir, celui de se cacher réciproquement leur misère. Jamais la vie n'avait paru aussi insignifiante, ni aussi mesquine. Et on avance dans ce sens-là. La vie humaine devient extrêmement insignifiante et mesquine à cause des abus du néolibéralisme depuis 40 ans. Oui, la révolution était bien morte, et avec elle, il semblait que la vie eût abandonné l'âme de l'Europe. Voilà les résultats. Ce nouveau paradis, appelé utopie, dont le charme avait fait oublier le crépuscule des dieux, s'était retiré dans un obscur avenir où seuls les yeux des jeunes pouvaient l'apercevoir. Les yeux de leurs aînés avaient longtemps suivi ce leur et s'en détournaient maintenant qu'ils n'y voyaient plus qu'une cruelle raillerie des espérances humaines. C'est tellement bien dit et tellement ce qu'on ressent la plupart des gens. C'est pour ça qu'il y a une sorte d'épuisement. On était en dépression et heureusement la révolte sort un peu les gens de la dépression, mais sinon l'humanité est en dépression à cause de ça. Seuls les jeunes peuvent vivre dans l'avenir et seuls les vieux peuvent vivre dans le passé. Le plus grand nombre était forcé de vivre dans le présent et le présent c'était la désolation. Combien de milliers de héros et de croyants avaient combattu pour la révolution? Voilà, c'est ça. Ils étaient encore là, ceux qui avaient combattu pour la révolution. Et ils voyaient en fait l'anéantissement de ça. Et c'est peut-être ce que ressentent ceux qui ont les gilets jaunes à la sortie de cette utopie qu'ils voulaient peut-être montrer. Le gouvernement, comme partout, s'est défendu avec ses moyens, en décrédibilisant par la violence aussi, etc. Voilà, comme partout, comme tout le temps, c'est comme ça. Et à ce moment-là, il y a une sorte de désespérance qui s'impose. Comme le cœur de la jeunesse s'était porté partout en Europe vers la jeune République et s'était enchanté de l'espérance et de la lumière qu'elle semblait répandre, jusqu'au jour où Beethoven renia la dédicace qu'il avait faite de sa symphonie héroïque à l'homme qui avait cessé d'être le fils de la Révolution. C'est peut-être comme ça que se présentait Napoléon, pour devenir le gendre de la réaction, c'est ce qu'il était devenu. Combien même alors avait combattu pour la grande espérance et jusqu'au bout dans une fiévreuse incertitude, était resté fidèle. Et maintenant, c'était bien la fin. Waterloo et Sainte-Hélène et Vienne. Et sur le trône de la France abattue, un Bourbon qui n'avait rien appris ni rien oublié. Telle fut la fin glorieuse d'une génération dont les espoirs et les luttes dépassaient tout ce que l'histoire avait jamais vu. Quelle comédie que cette tragédie, pour ceux dont le rire se mêlait aux larmes. En ces jours de désillusion et de souffrance, les classes pauvres avaient pour la plupart la consolation des espérances religieuses. Mais dans les classes supérieures, beaucoup avaient perdu la foi et contemplaient un monde en ruine
sans la vision consolatrice d'une vie plus haute, dont la justice finale et la beauté feraient oublier ses maux et ses laideurs. Et en vérité, il était assez difficile de croire qu'une planète aussi triste que celle qui s'offrait aux hommes en 1818 fut soutenue par la main d'un Dieu intelligent et bon. Méphistophélès avait triomphé, et tous les Faustes étaient au désespoir. Voltaire avait semé la tempête, et Schopenhauer devait recueillir la moisson. Le problème du mal s'était rarement imposé à la philosophie et à la religion avec tant d'insistance et d'éclat. Chaque tombe de guerrier, de Boulogne à Moscou et jusqu'aux pyramides, lançait une muette interrogation au ciel indifférent. Pour combien de temps, Seigneur, et pourquoi? Cette calamité presque universelle était-elle la vengeance d'un Dieu juste contre le siècle de la raison et de l'incrédulité? Était-ce une invite pour l'intellect repentant à s'incliner devant les anciennes vertus de foi, d'espérance et de charité? C'est ce que pensaient Schlegel et Novalis, Chateaubriand et Musset, Souteil et Wordsworth et Gogol, et ils retournèrent à la vieille croyance comme des enfants prodigues affamés, heureux de se retrouver chez eux. Et c'est un peu ce qu'il se passe sans doute. Il doit y avoir quelque chose comme ça. Et peut-être c'est ce que l'avenir va réserver, ce retour au spirituel. Et d'autant que le Covid va accentuer peut-être ce retour-là. Il est difficile en Occident parce que, et surtout en France, où on s'est éloigné avec une telle force, une telle puissance de la foi que ça va être difficile de revenir en arrière. Mais je pense que peut-être c'est ce qui nous attend. Mais d'autres firent entendre une réponse plus dure, à savoir que le chaos de l'Europe n'était qu'une image du chaos de l'univers, qu'il n'y avait après tout aucun plan divin, ni aucune espérance céleste, que Dieu, si tant est qu'il existât, était aveugle et que le mal couvait à la surface de la terre. Et c'est ce que pensaient Byron et Heine, Lermontov et Léopardi, et le philosophe dont il est ici question. Voilà. Je vais m'arrêter là et je prendrai le deuxième chapitre, l'homme, Schopenhauer, l'homme, dans une prochaine vidéo. Merci de votre écoute.